Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme tous les jours, on va faire le tour de toute l'actualité quotidienne ensemble. Infos, potins, ragots, j'ai tout ce qu'il vous faut. Oui. Mais avant, mesdames et messieurs, avant que je vous délivre toutes ces infos, je vais vous demander à tous de liker cette vidéo. Et effectivement, de partager votre meilleur pouce vers le haut. Non mais, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est sympathique. Ça fait joli, ça fait joli. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, on commence directement l'actualité avec une news incroyable, mesdames et messieurs. Il y a du nouveau dans l'affaire Quentin, des vidéos qui prouvent par A plus B que Nemesis et à peu près toute l'extrême droite de notre pays nous ont menti dans cette histoire. Dans ces vidéos, on peut y voir le tristement célèbre Quentin provoquer les autres, mettre des coups, participer à la rixe. Mais pire que ça, on peut le voir après la rixe, debout, parfaitement lucide et refusant les soins. Ah ben on peut le dire, hein, sur ce coup-là, on s'est bien foutu de nos gueules, hein. Quentin de Ranc était en première ligne dans l'embuscade qui a mené à sa mort. Après l'affrontement, il était conscient, debout, et refusait les secours. De nouveaux documents le prouvent et viennent détruire définitivement le narratif de l'extrême droite. Une vidéo, prise juste après la bagarre du 12 février dernier, à Lyon, montre Quentin de Ranc debout, échanger avec des passants. On voit le jeune militant d'extrême droite les mains couvertes de sang, avec un de ses camarades. Une femme et un homme lui conseillent d'aller à l'hôpital. On les entend parler de coups sur la tête. Il s'est fait taper sur la tête, monsieur. Un autre explique que le jeune homme vient de participer à une bagarre entre deux groupes. C'était là pour ça, pour faire taper sur la tête, vous voyez, vous avez une bagarre organisée il y a Et alors Je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a... La personne ayant filmé ces images nous précise « J'ai pris la vidéo le 12 février 2026 à 18h07 sur la rue Victor-Lagrange, côté nord, quasiment au coin de la rue Camille Desmoulins. En recoupant avec des images de la rue disponibles sur Google Maps, nous sommes en mesure de certifier qu'il s'agit précisément du 14 rue Victor-Lagrange. C'est l'endroit exact de la bagarre. On reconnaît ces lieux dans la célèbre vidéo diffusée par TF1, dans laquelle des coups sont échangés au sol. Les images de TF1 montrent la fin de la bagarre, au moment où le commando d'extrême droite a pris la fuite. Cette chronologie des faits correspond également à celle donnée par les militants d'extrême droite eux-mêmes dans le Figaro, qui parlent d'une confrontation vers 18h. Ces images sont déterminantes, car elles montrent que Quentin de Ranc n'a pas été laissé pour mort comme l'ont répété les médias. Il était accompagné et il a choisi de ne pas être pris en charge. Elles nous permettent aussi de retrouver Quentin de Ranc dans l'affrontement qui précède. Il porte des vêtements distincts, des chaussures grises New Balance et une doudoune à capuche. Sur les images du canard enchaîné, on voit le groupe d'extrême droite tendre une embuscade aux antifascistes. Les militants néo-nazis vêtus de sombre et masqués jettent une torche incandescente, puis ils attaquent, avec une gazeuse, un parapluie et une béquille, des antifascistes qui répondent à main nue, pour certains à visage découvert. Quentin de Ranc apparaît en première ligne. Il donne des coups. Sur d'autres images, celles que nous avons révélées, on peut également identifier Quentin de Ranc en garde, à l'avant du groupe d'extrême droite. Il prend part au combat. Quentin de Ranc porte une cagoule tout au long de la bagarre. Sur les nouvelles images qui suivent ces violences, il porte toujours sa cagoule, retroussée sur son nez. Il est debout, parle normalement aux passants. Bien qu'il ait subi de graves lésions, rien n'indique une blessure irréversible. Quentin de Ranc a participé à une violente bagarre initiée par son groupe, et il est reparti sur ses deux jambes. Oh là là, mais de jour en jour, l'histoire n'a plus rien à voir avec celle qu'on nous racontait au début. Ah, l'histoire est terrible, hein. Mais dans les circonstances qui ont amené à ce drame, excusez-moi, mais j'ai bien l'impression que les torts sont partagés. Mais moi, ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que les journalistes s'en servent contre les filles, et ensuite, derrière, quand on a de nouvelles vidéos qui sortent, quand on a des preuves, les mecs ne parlent plus de l'histoire, ils ne viennent pas se rectifier. Écoutez donc Thomas Guénolé qui nous parle de ces méthodes journalistiques infâmes, immondes, abjectes, des méthodes journalistiques héritées tout droit des années 30. Vous avez trois forces qui sont dans une simple alliance d'intérêts pour répéter en boucle sur la base de rien que Jean-Luc serait antisémite. Vous avez les propagandistes en France au service de Netanyahou. Il y a un certain nombre de propagandistes. Bon, je vous donne un exemple parmi d'autres. Caroline Fourest, elle répète elle répète telle quelle la propagande de Netanyahou. Bon. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Il y a des médias dont c'est la ligne éditoriale. Il y a des médias dont c'est devenu la ligne éditoriale après une reprise en main. Je pense à France Info, je pense à Marianne. D'accord. Voilà. Bah oui, France Info avait un point de vue à peu près impartial et aligné sur l'AFP il y a encore quelques temps, et puis d'un coup vous vous retrouvez avec un point de vue qui reprend grosso modo la trame de la propagande de Netanyahou. Par exemple. Depuis qui parce qu'il y a TDI qui est devenu récemment depuis ça. Alors, TDI, à ma connaissance, ne s'exprime pas sur le sujet, mais de toute façon, lui, il dirige le truc, mais il n'a pas de responsabilité de directeur de la rédaction. C'est pas lui le directeur de la rédaction. Oui, mais la direction de la rédaction, oui, est clairement là-dessus. En fait, vous avez des gens qui ont dû partir de Marianne parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette orientation-là, voire parce qu'ils étaient pro-palestiniens. Mais je ne conteste pas le droit d'un média à avoir une ligne éditoriale. Je vous décris juste factuellement une partie des médias français. Alors, comment dire ? C'est un constat vraiment, mais factuel. En plus, ça s'entend, ça se voit, enfin, vraiment, voilà, sont alignés sur la propagande du gouvernement israélien, qui, je le rappelle, est un gouvernement d'extrême droite et un gouvernement génocidaire. Voilà, c'est point. D'accord. Attendez, juste, il y a une deuxième force pour terminer le raisonnement. Bien sûr. Et eux, pourquoi ils répètent en boucle Mélenchon est antisémite ? Tout simplement parce que c'est un problème pour eux, enfin pour leur bord, pour leur camp. C'est un problème pour eux que
un personnage politique de premier plan et une force politique de premier plan soient passionnément pro-palestiniens. Voilà, c'est bon, il a tout dit. Vous venez d'entendre la seule et unique raison qui fait qu'on diabolise Jean-Luc Mélenchon et son parti depuis 2 ans. C'est un vrai problème pour eux. Et donc ils utilisent leur ficelle grossière habituelle qui est d'accuser des pro-palestiniens d'être antisémites. Sur la base de quoi? Je vous invite à vérifier. Sur la base de rien. Deuxièmement, vous avez un deuxième bloc de force politique, c'est l'extrême droite médiatique. En clair, Vincent Bolloré. Lui est dans une démarche, il a construit un système complet de propagande. Europe 1, CNews, Fayard, les points relais avec des affiches, certains bouquins mis en avant, etc. Vous voyez, vous allez dans Relais, c'est une certaine ambiance maintenant. Hein, des bouquins de Villiers, bouquins de machin, bouquins de Bardella. Bon. Lui, sa démarche, c'est d'essayer de déplacer le stigmate de l'antisémitisme de l'extrême droite vers Mélenchon. Si c'est Mélenchon, c'est pas nous. Parce que vous comprenez, l'extrême droite, elle a un passé en la matière, c'est que le principal parti d'extrême droite en France a été littéralement fondé par des anciens nazis. Et donc lui, son intérêt là-dedans, d'insister sur Mélenchon antisémite, c'est de pouvoir dédouaner implicitement l'extrême droite française qui a quand même énormément à se faire pardonner en la matière. Et la troisième force, la plus méprisable à mon avis, parce qu'elle ne se rend pas compte à mon avis de ce qu'elle fait, c'est la gauche non LFI, qui elle se raccroche à cette dynamique-là, juste parce qu'elle voit une occasion de se refaire la cerise sur le dos de Mélenchon, parce que si la France insoumise s'effondre dans leurs calculs, la nouvelle force de gauche, ça va être eux. Moi, je leur suggère d'essayer d'exister par eux-mêmes plutôt que d'aller hurler avec les loups. C'est complètement débile. C'est d'autant plus débile que surtout, vous êtes les suivants. C'est ça que certaines personnes n'ont pas compris à gauche. Demain, si LFI se fait suffisamment diaboliser pour tomber, mais les suivants seront les socialistes, les écologistes, bien sûr. Bon, et pour illustrer tout ce que vient de dire Thomas Guénolé, observez donc le traitement médiatique réservé à Clémence Guettet, députée LFI, quand elle est invitée sur RTL. Ah, c'est quelque chose, le traitement des insoumis, oui. C'est un concept, c'est un concept. Guerre, elle est venue éclipser un événement politique majeur qui pourrait avoir quand même une importance décisive à la fois pour les municipales, dont on rappelle que le premier tour a lieu le 15 mars, dans une semaine un peu plus, pardon, et puis même pour la présidentielle. Mardi soir, pour la première fois, le PS en bureau national a dit que Jean-Luc Mélenchon avait eu des propos antisémites intolérables après l'épisode des noms de famille Epstein et Glucksmann. C'est la première fois que le PS prononce le mot antisémite accolé à celui de Jean-Luc Mélenchon. Et le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, a même dit cette phrase: il est devenu l'homme politique le plus détesté de ce pays. Voilà ce que dit le PS de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Et quelle est votre question donc? Est-ce que si c'est un tournant majeur dans les équilibres politiques de ce pays et dans l'avenir de la gauche? Disons que c'est une clarification d'une sorte de dérive qu'on voit quand même depuis un certain temps, parce que certains dirigeants socialistes n'avaient déjà pas mâché leurs mots à notre égard. Ce que je constate dans le moment, d'abord, c'est que vous l'avez dit. Cette accusation, vous prenez qu'un sourire. J'ai l'impression on accuse Jean-Luc Mélenchon d'être antisémite de la part d'un ancien partenaire, et ça vous fait sourire? Non, ça ne fait pas sourire. Je dirais que c'est une clarification de ce que eux entendent établir. On est dans une période où il y a une dérive vers l'extrême droite qui est certaine. L'extrême droite d'ailleurs fait sa campagne des élections municipales absolument bien tranquille, pas touchée par personne. La diabolisation de la France insoumise occupe tous les médias, y compris jusqu'à des dirigeants sociodémocrates. Ce que je constate moi aujourd'hui, c'est qu'il y a un appel à un cordon sanitaire contre la France insoumise par Madame Berger, ministre de l'égalité, qui traite le parti de la France insoumise de parti anti-France, qui est une... Non, je vais terminer là-dessus. Madame Berger, je vais terminer là-dessus. Madame Berger nous qualifie de parti anti-France. C'est une expression maurassienne. Madame Vassal de LR dit travail, famille, patrie, c'est-à-dire une devise pétainiste à la télévision. Et ça ne choque personne. Celui qui fait des blagues sur les noms de personnes je vais terminer, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je vais terminer. Vous me posez une question, je vais essayer d'y répondre. Quand il y a des dirigeants qui appellent à faire un cordon sanitaire contre la France insoumise, si le Parti socialiste choisit de faire un cordon républicain avec ces gens-là, pour nous, le paysage politique sera extrêmement clair. Ce que je dis, c'est que malgré cette diabolisation-là, nous voyons affluer des centaines et des milliers de militants en réalité. Nous voyons des centaines de personnes à nos meetings qui savent que contre la dérive fasciste dans ce pays, les 15 et 22 mars, il faudra voter pour la France insoumise aux élections municipales. On peut vous poser une question en 10 minutes. J'essaie d'y répondre. Il s'est excusé, Jean-Luc Mélenchon. Il s'excuse rarement. Est-ce que quand même ça, c'est un marqueur qu'il regrette ce qu'il a fait, cette blague, ce mot Glucksmann, alors qu'on sait pertinemment... Insupportable. Ah non, elle est insupportable. Elle est en train de lui expliquer qu'on voit les ficelles de leur jeu médiatique infâme. Il fait quoi? Il continue. Non, c'est dingue. Pas une blague. Il sait qu'il s'appelle Raphaël Glucksmann. Ça n'était pas une blague. Vous aurez lu européen. Vous avez lu on peut visiblement... pas imaginer qu'il ne sache pas qu'il s'appelle Glucksmann. Vous avez lu visiblement le communiqué de Jean-Luc Mélenchon. Il s'est excusé parce que dans ce meeting, il a fourché sur plusieurs noms, dont le nom de notre tête de liste, Michael Hydrac, qui était là juste à parler avant Jean-Luc Mélenchon à Perpignan, celui de Madame Spielbout, d'autres noms, dont celui de Monsieur Glucksmann. Il s'en est excusé pour pas qu'il y ait de confusion et aussi pour dire que s'il y avait des gens qui avaient été blessés par ça, par le fait qu'il ait fourché là-dessus, il voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté et donc il voulait arrêter cette polémique. Le problème, c'est que ça arrive 3 jours après Epstein. Là, il n'y a pas de confusion. Epstein, jeudi soir, une blague sur la prononciation en disant que, en s'interrogeant sur... C'est pas une blague là non plus. Et 3 jours plus tard, c'est pas des blagues. Ça peut pas être un hasard. Vous
sous-entendez que personne ne croit au hasard dans cette affaire. Mais Enfin, par vous, hein, mais sinon personne. Mais je ne crois pas à des hasards, ce n'était pas des blagues. Sur l'affaire Epstein, monsieur Jean-Luc Mélenchon en a parlé pour dénoncer le fait qu'on avait plus parlé de la prononciation de ce nom, y compris que du fond de l'affaire. Je rappelle que le groupe parlementaire de la France Insoumise, nous sommes les seuls à demander une commission d'enquête sur ce vaste réseau de pédocriminalité et d'ingérence politique qui peut toucher, y compris jusqu'à des personnalités la France Insoumise en ce moment avec toutes ces Vous polémiques. avez beaucoup de questions, mais vous me laissez pas beaucoup y répondre. Donc ça, c'était vous répondez longtemps. Bah oui. Est-ce qu'il est en train de plomber la France Insoumise avec toutes ces polémiques à répétition qui éclipsent à cause de ces polémiques la campagne et tout ce dont vous voudriez Je parler pense que ça fait des années que sur les médias, on m'interroge de cette façon-là. Ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans ses meetings, il rassemble des centaines et des milliers de personnes qui viennent nous voir et qui comptent sur nous pour les 15 et 22 mars pour l'élection municipale. Ouais, bon, la masterclass de Clémence Guettet qui fait face à tout sauf à des journalistes. Bah, je suis désolé, c'est pas du journalisme, ça. Non, c'est pas du journalisme. L'autre, il a plus de questions qu'il ne veut de réponses. Il est pas en train de chercher à comprendre, il est en train de chercher à instaurer un narratif. Bref, moi, en tout cas, j'ai juste hâte que les années passent et que Clémence Guettet finisse présidente de notre pays. Eh oui, mais vous verrez, c'est une prédiction que je vous fais. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va passer à Sophia Chikirou qui va nous parler stratégie et sondage. Eh oui, écoutez-la bien, c'est plus qu'intéressant. J'ai un copain qui allait regarder la notice et tout ça. Donc, ils prétendent faire un truc sur un échantillon de 800 personnes. Ensuite, sur les 800 personnes, ils en retiennent 439 qui ont répondu qu'elles étaient sûres d'aller voter ou auraient répondu aux questions. Alors, je vous donne juste un exemple. Hein. On est allé voir les chiffres bruts, parce qu'ils les ont publiés. Sur les chiffres bruts, alors 11% pour Sophia Chikirou, ils ont annoncé 10, hein, et 9% pour les deux candidats trotskistes. Chiffre brut. Donc, leur échantillon de 439 personnes, il y avait 9% des 439 qui disaient qu'ils allaient voter pour NPA ou lutte ouvrière. Début des années 2000. D'accord. C'est un coup dans Et le temps. 11% qui allaient voter pour Sophia. Et 27% qui disaient qu'ils allaient voter pour Grégoire. C'est ça les chiffres bruts de leur sondage. Les redressements se terminent par Grégoire à 35% sur cet échantillon, les deux trotskistes à 0,5, La désinflation totale. Et moi, je suis passée de 11 à 10. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce redressement ? Vous le faites sur quelle base ? Parce qu'à la limite, ton échantillon est pas bon. Tu te rends compte que ton échantillon n'est pas bon, soit tu le jettes à la poubelle et tu dis bon, j'ai raté mon échantillon, ça va pas du tout, il correspond à rien de ce qu'est. Mais là, ils ont fait une telle manip qu'il s'agissait pour eux juste de dire une seule chose. Grégoire et Dati sont le vote utile de cette élection. De dessiner le second Et là, tour c'est ce que annoncé. sort encore IFOP. Donc moi, je vous demande vraiment, j'insiste beaucoup, je crois, comme Manuel Bompard l'a dit, que les instituts de sondage, en tout cas pour Paris, ça c'est certain, ils ne sont pas capables de sentir et de relever la température. Ensuite, ils savent pas sonder les jeunes. Ils savent pas sonder les jeunes, ils savent pas attraper les jeunes, ils savent pas sonder les jeunes là-dedans. Parce que beaucoup de jeunes, en fait, s'intéressent pas, mais au moment de voter, c'est soit les parents qui les emmènent voter pour des nouveaux, soit ils y vont parce qu'ils en ont entendu parler la veille ou l'avant-veille ou 2 jours avant, ils ont vu une vidéo, ils disent bah, tiens, je vais voir et je vais voter. Il y a une imprévision là-dessus. Pareil pour les classes populaires. Ils ne sondent pas correctement les classes populaires. Ouais, mais en fait, on sonde pas 90% de la population. Voilà, on sonde des privilégiés. Parce que déjà, à la base, pour te faire sonder, il faut avoir le temps, hein, j'imagine. Et ensuite, on nous dit, c'est comme ça que ça va se passer. Mais oui, c'est ça. Magouille et compagnie, les sondages. Je vous le dis, il y en a pas un qu'on peut croire. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va passer à la masterclass. Philippe Poutou, qui, à l'approche imminente des élections de l'année prochaine, eh bien, je trouve qu'il a eu les mots exacts. C'est dingue. Il a tout compris, le Poutou. Est-ce que tu pourrais soutenir la candidature qui semble être la plus à même de se qualifier au second tour, celle de Jean-Luc Mélenchon? Oui, c'est probable. Oui, c'est probable que tu soutiennes Je ne vais Jean-Luc pas Mélenchon. engager mon parti là-dessus, mais on va discuter, nous, déjà, est-ce qu'on y va ce coup-ci ou pas. C'est pas simple, parce qu'elle va être très particulière, cette élection présidentielle, parce que pour la première fois, comme tu dis, l'extrême droite étant peu gagnée, et ça fait partie des probabilités, et même ils sont quasiment favoris. Donc il y a un vrai danger. Donc c'est sûr que la discussion, ça va se passer différemment. Qu'est-ce qu'on fait? On verra. Donc on peut penser qu'on fera le choix de ne pas y aller, mais en tout cas la décision n'est pas prise, on la prend d'ici cet été. Voilà. Comment tu as vécu aussi cette séquence de criminalisation de l'antifascisme qu'a suivi la mort de ce militant néofasciste Quentin Derenc à Lyon? Quelles leçons en tirer? En fait, ça montre déjà, la minute de silence, elle montre la proximité du pouvoir avec l'idéologie d'extrême droite. Oser faire ça, ça montre, voilà, c'est là aussi toute l'histoire de l'inversion des choses. Aujourd'hui, le danger, c'est Mélenchon qui prend cher, Mélenchon et l'AFI, mais en fait, tout s'inverse. Globalement, même au-delà de Mélenchon, ça va être la gauche.
Hein, aujourd'hui, c'est Mélenchon la cible, mais on sait très bien que si plus ils seront forts à droite et à l'extrême droite et au pouvoir, plus ça sera l'ensemble de la gauche. C'est pour ça qu'ils sont cons, les Olivier Faure, le Tournier, parce qu'ils prendront dans la gueule bientôt aussi. Et à jouer contre Mélenchon comme ils le font, c'est hyper dangereux. Dangereux pour nous, mais dangereux pour eux. Donc il y a un problème de ce côté-là, de prise de conscience qu'en fait, l'extrême droite, c'est pas juste le RN, c'est aussi l'État, c'est aussi la République dont on nous vante tant les valeurs démocratiques. Et ben voilà, là, on a une preuve d'une République qui reste raciste, fasciste, même d'une certaine manière. Hein, on n'est pas si loin que ça d'autres périodes. Donc il y a un véritable danger qui est inscrit dans la société, dans l'État, dans les rapports de classe. Et après, plus globalement, c'est comment ils arrivent à tout inverser, quoi. Bon, on l'avait vu avec la Palestine. Hein, le danger, c'était le soutien à la Palestine. C'était pas Israël qui massacrait un peuple. Hein, à chaque fois qu'il y a une lutte, ou même à Notre-Dame-des-Landes, ou les luttes contre l'A63, enfin toutes les luttes environnementales, les écoterroristes. Hein, ce sont les écoterroristes, ils osent dire des choses comme ça. Donc en fait, tout s'inverse depuis un bon petit moment. Dès qu'on relève la tête, c'est nous les méchants. Ah, je vous avais prévenu. Poutou l'a tout dit, il a tout compris. On n'est pas en train de jouer pour gagner, on est en train de jouer pour ne pas perdre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que tous les partis gauchistes qui profitent de la diabolisation de Mélenchon pour en rajouter une couche, eh bien, je vous l'annonce en direct en 4K, vous travaillez pour l'extrême droite. Voilà, et après vous faites ce que vous voulez de cette information, hein. Mais au moins maintenant, vous le savez. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.